S'afficher est en fait le diaporama de notre collègue Chantal Verdeil. Donc c'est bien la bonne conférence à laquelle vous assistez. Alors je rappellerai que si les aspects politiques, économiques et culturels de la domination coloniale ont fait l'objet de très nombreux travaux, et ce depuis maintenant des décennies, l'histoire des politiques religieuses des puissances connaît depuis maintenant 2 décennies un certain renouveau. Ce segment de l'histoire de la colonisation se révèle riche d'enseignements, notamment sur les relations entretenues entre autorités coloniales et autorités religieuses. Enseignements qui peuvent parfois être bien éclairés et peuvent nous aider à comprendre et éclairer certaines situations contemporaines. Les autorités coloniales se sont en effet retrouvées dans la situation de devoir gérer différentes religions dans un contexte de domination. Face à la diversité religieuse du monde arabe, quelles ont été les politiques, quelles ont été les stratégies qui ont été mises en place? De l'autre côté, comment les autorités religieuses ont réagi face aux politiques des puissances? Alors je commencerai par vous dresser un très rapide et très bref tableau de la diversité religieuse dans le monde arabe. Alors nous le savons, dans le monde arabe se trouvent bien évidemment toutes les églises chrétiennes possibles et imaginables, certaines qui datent du 1er siècle du christianisme, d'autres qui continuent encore à se structurer au 19e siècle. Cette diversité, bien sûr, se retrouve pour l'islam. Certes, le sunnisme est majoritaire, mais peut se retrouver en situation minoritaire dans certains espaces, comme l'Irak, où domine le chiisme. Et puis, une fois qu'on a dit chiisme, on n'a rien dit du tout, parce que le chiisme, lui aussi, est traversé par des courants extrêmement divers. Tout comme le judaïsme, quand bien même on le qualifie de séfarade. Alors certes, le terme de séfarade est bien commode, mais est très éloigné de réalités et d'identités qui sont plurielles. Et que dire des religions qui ne s'apparentent pas aux 3 grands courants du monothéisme, je pense notamment aux yazidis. Face à cette mosaïque religieuse, est-il possible de déceler des politiques des puissances? Vous l'aurez aussi très vite compris, la réponse à une telle question est complexe, tout simplement parce que tout dépend de quelle puissance nous parlons, tout dépend de quelle population il s'agit, et bien évidemment, tout dépend du contexte historique mis en place. Pour ne donner qu'un seul exemple, je vais prendre celui de la France, les logiques à l'œuvre au Machrek et au Maghreb sont complètement différentes, pour plusieurs raisons. On le sait, la France manifeste un certain intérêt pour certaines provinces arabes de l'Empire ottoman depuis le XVIe siècle, notamment à travers les capitulations, alors que son tropisme pour le Maghreb date du XIXe siècle. Par ailleurs, la composition des populations n'est pas la même. Nous le savons, de christianisme autochtone, il n'est plus question au Maghreb depuis le XVIe siècle, alors que les minorités chrétiennes sont un des vecteurs de l'action de la France, mais pas que, de la Russie orthodoxe, de l'Angleterre protestante, pour ne citer qu'elle. La question des missions chrétiennes est ancienne et centrale dans la logique expansionniste de l'Europe et conduite à s'interroger sur les relations entretenues entre elles. C'est ainsi que, loin d'être toujours harmonieuses, les relations entre missionnaires et autorités coloniales se sont avérées complexes au Proche-Orient dans l'entre-deux-guerres, comme nous l'expliquera Chantal Verdeil, qui est donc maître de conférence à l'INALCO et membre de l'IUF. Le christianisme n'est pas la seule religion minoritaire dans la région. Quid du judaïsme? L'arrivée des Européens a profondément bouleversé l'existence des communautés juives du monde arabe. Comment leurs autorités se positionnent-elles face à ces nouveaux pouvoirs? Mohamed Kenbib, à partir de l'exemple marocain, exposera les stratégies des vieux mouchoirs, selon la terminologie de l'époque, et celles des évolués, toujours selon la terminologie de l'époque, qui laissent entrevoir des appréciations différentes de la politique mise en œuvre par la résidence générale. Mohamed Kenbib est professeur d'histoire à l'université de Rabat. Quant à l'islam, il se révèle à la fois un instrument de la domination européenne et un outil dans les stratégies de libération. Le cas irakien est révélateur de cette ambiguïté, avec d'un côté la participation des sunnites au nouvel ordre et d'un autre côté une résistance chiite incarnée par les grands ayatollahs dès 1900
1914, comme nous l'expliquera Pierre-Jean Louisard, chercheur au CNRS, qui parlera donc en troisième position. Tout autre est la situation faite à l'islam en Algérie, qui se voit transformée en culte musulman et se voit aussi appliquer la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. C'est ce processus que je vous exposerai avant de prendre le temps de vous laisser la parole. Nous allons maintenant, et je vais donc donner la parole à Chantal Verdeil, qui en une quinzaine de minutes va nous présenter son sujet. Merci Chantal. Là, voilà. Merci Wassila, merci pour l'invitation à cette table ronde. Merci à tous d'être présents. Donc, je vais essayer de vous brosser très rapidement un tableau des relations entre les missionnaires catholiques et protestants au Proche-Orient et les pouvoirs mandataires dans l'entre-deux-guerres. Alors, j'ai organisé mon exposé autour de 3 diapositives, 3 cartes postales en fait, qui étaient aussi des cartes postales un peu de propagande, comme vous allez le voir, pour illustrer 3 grandes idées. La première idée, il me semble qu'il faut retenir, c'est que ces missions sont des missions anciennes. Elles sont arrivées en fait, elles sont très présentes et très installées au Proche-Orient quand les puissances mandataires installent leur domination politique, et elles accueillent cette domination politique comme une promesse d'une expansion nouvelle et même d'un retour de la Syrie au sens large à la chrétienté. Alors cette promesse, elle ne va pas résister à la réalité des faits. C'est vrai qu'il y a des aspects de collaboration, ce qu'on verra dans un deuxième temps, dans quelle est cette collaboration et quelle voie elle prend. Mais ce qui me semble aussi important de noter, c'est qu'en fait, les puissances mandataires et les missionnaires ne poursuivent pas tout à fait les mêmes objectifs, ils n'ont pas le même calendrier, et finalement, il y a quand même beaucoup de divergences, et c'est là-dessus que je terminerai. Donc la première diapositive que je voulais vous présenter, c'est donc une carte postale de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, fondée par les Jésuites en 1875, qui date, en fait, la photo est sans doute plus ancienne, mais elle a été réutilisée dans l'entre-deux-guerres, donc c'est un peu coupé, mais on voit en 1929, le collège rassemblait 875 élèves. Cette photo, pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'en fait, donc, ces missions sont anciennes. Les Jésuites, ils ont fondé une première mission au Proche-Orient au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, en fait, c'est la première expansion missionnaire catholique au Proche-Orient. Cette première expansion catholique, elle est suivie d'un reflux qui correspond en gros à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Alors ce reflux, il s'explique à la fois par des raisons locales, parce que ces régions du Proche-Orient entrent dans des périodes de troubles très importantes qui sont les troubles qui marquent l'histoire de l'Empire ottoman au tournant du XIXe siècle. Et puis elles ont des raisons européennes, puisque les missionnaires viennent d'Europe, et que le tournant du XIXe siècle est aussi, enfin du XVIIIe et du XIXe est aussi la période révolutionnaire, donc une période extrêmement troublée, ce qui complique les départs de missionnaires. Ces missions, elles reprennent au XIXe siècle avec 2 nouveautés très importantes. La première nouveauté, ce sont les missionnaires protestants. La première vague missionnaire, j'allais dire de cette façon un peu évidemment, mais au XVIIe siècle, ce sont que des missions catholiques qui arrivent et s'installent au Proche-Orient. Au XIXe siècle, on voit arriver les missionnaires protestants qui viennent des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'Allemagne essentiellement, mais même si d'autres pays sont représentés. Donc ça, c'est une première nouveauté, et ça va entraîner une très forte concurrence à l'intérieur de ce champ missionnaire, puisque les catholiques concurrencent les protestants, et inversement, une concurrence qui est aussi une émulation, en fait. C'est-à-dire que quand l'Université Saint-Joseph a été fondée en 1875, c'est 9 ans après la création du Syrian Protestant College, c'est-à-dire de ce qui est l'ancêtre de l'Université américaine de Beyrouth, c'est-à-dire de l'université américaine, les jésuites considérant qu'ils ne pouvaient pas faire moins que les protestants. Et pour la petite histoire, quand l'université ouvre en 1875, ce n'est pas une université. Il n'y a pas de faculté, il n'y a pas d'enseignement supérieur, il n'y a qu'un enseignement secondaire. Mais les jésuites disent et écrivent « on ne peut pas s'appeler moins qu'université si on veut faire concurrence aux protestants ». Donc ils usurpent un peu le nom d'université pendant quelques années pour pouvoir se situer sur ce champ. La deuxième nouveauté du XIXe siècle, c'est l'apparition des congrégations féminines et des femmes missionnaires. Donc les congrégations féminines catholiques
qui sont très nombreuses à se créer au XIXe siècle et qui vont avoir une très grande expansion missionnaire. Bon, par exemple, on peut penser aux sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Et puis, les missionnaires femmes qui arrivent avec les missionnaires protestants, parce que, en général, les missionnaires protestants, ils viennent en couple, même, parfois même en famille. Et donc, pendant que l'homme exerce comme pasteur et ouvre une école de garçons, la femme ouvre une école de filles. Donc, là aussi, ça change beaucoup le visage des missions, parce que ça veut dire que les missions s'intéressent, j'allais dire enfin, s'intéressent véritablement aux femmes, aux filles qu'il faut former. À l'époque, on est quand même dans l'idée que pour instruire des filles, il faut être une femme. Donc l'enseignement des filles est confié à des femmes de façon générale. Et on peut dire que même si les femmes et les filles n'étaient pas absentes, loin de là, des préoccupations des missionnaires de l'époque moderne, il y a à partir du XIXe siècle un véritable intérêt pour la situation des filles et une volonté de la transformer, notamment par l'éducation et l'accès à l'éducation. Donc ces missionnaires, j'ai aussi mis cette photo parce que bon, c'est un peu la puissance jésuite qui s'incarne dans ce bâtiment énorme qui à l'époque domine encore un peu la ville. Bon, maintenant c'est tout à fait, perdu dans le centre-ville de Beyrouth. Donc ils voient arriver d'une certaine façon, ils sont aussi l'incarnation de ce qu'on a appelé l'impérialisme culturel, c'est-à-dire de l'influence des puissances européennes dans l'Empire ottoman. Cette influence n'est pas que culturelle, elle est aussi économique, comme vous le savez, notamment à travers toutes les concessions et politiques, mais elle a un volet culturel qui s'incarne notamment par les missionnaires qui sont soutenus financièrement et politiquement par les pays qui se sentent responsables de ces missions. Donc la France pour les missionnaires catholiques, les États-Unis pour les missionnaires américains, la Grande-Bretagne pour d'autres missionnaires protestants, etc. Ces missionnaires, donc, ils sont déjà implantés beaucoup plus solidement d'une certaine façon que les puissances européennes. Ils dessinent cet empire informel. Ils ont participé à ce qu'on a appelé la réinvention de la Terre Sainte, c'est-à-dire que ces missionnaires, alors, temps perdu, ils sont souvent archéologues, et ils voient arriver avec beaucoup d'espérance la domination européenne en Orient. On lit dans les sources qu'on rêve à une Syrie chrétienne comme au IVe siècle, à des projets de collaboration, alors ça dans les sources françaises comme dans les sources américaines ou anglaises. Un grand potentiel pour le futur de la chrétienté, écrivent ainsi des missionnaires britanniques. Alors cette promesse, elle est liée essentiellement à deux faits, on peut dire. D'une part, à la façon dont les missionnaires conçoivent la place de la religion dans la vie politique. C'est-à-dire que les missionnaires sont, c'est un truisme de le dire, des hommes de religion. Ils pensent que la religion est à la source est au principe de toute vie, de toute forme d'État. Et d'une certaine façon, pour eux, l'État ottoman qui vient de choir à la fin de la Première Guerre mondiale, cette chute, en fait, elle est le signe de la future chute, la future déchéance de l'islam. Parce que si l'Empire ottoman s'est effondré, c'est certes parce que les puissances européennes ont tout fait pour, mais c'est aussi parce que son principe vital, d'une certaine façon, qu'est à leurs yeux l'islam, est sans doute tellement affaibli qu'il ne permettait plus à l'Empire de tenir debout. Donc ils espèrent, ils voient ça comme ça, et donc ils imaginent que l'islam va disparaître. Par ailleurs, donc il y a une espèce de cette conception un peu idéologique, qui relève un peu du rêve, mais bon, passons. Et puis il y a des faits tangibles qui leur donnent la conviction que cette domination européenne peut être une promesse de conversion. C'est notamment le renouveau encore des missions. En fait, la Première Guerre mondiale a mis une espèce de frein aux missions, elle a été même très destructrice. Les missionnaires des pays qui relevaient de pays en guerre avec l'Empire ottoman ont été expulsés assez brutalement. Et puis il y a des missions qui ont énormément souffert de la guerre, notamment toutes les missions d'Arménie qui ont été complètement détruites pendant le génocide arménien. Et puis, dans l'entre-deux-guerres, un renouveau, de nouvelles fondations, de nouveaux ordres qui arrivent, des missionnaires qui n'ont jamais été aussi nombreux. Donc pour vous donner un chiffre, par exemple, on dit que pour la Syrie, donc Syrie-Liban en fait, pour les missionnaires catholiques, on compte à peu près 1300 missionnaires, dont
chiffre qui n'est pas exhaustif, donc on a sans doute être autour de 1500, dont la majorité sont des femmes. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur cette présence féminine. Alors, donc des espoirs de certaine façon conversion qui pourrait se produire, une volonté de collaboration avec le pouvoir en place. Alors, pour illustrer cette idée, donc, une photographie d'une sœur missionnaire de Marie à Damas, donc pour vous montrer que cette collaboration, elle s'exerce essentiellement dans 2 domaines, qui sont les domaines que les missionnaires avaient investis à partir du XIXe siècle, qui sont l'éducation et la santé. Donc, les missionnaires continuent à fonder des écoles, ils reçoivent des subventions pour leurs écoles, ils continuent à fonder des hôpitaux, ils participent, je dirais, d'un maillage territorial, par exemple, en Palestine, à Hébron, le seul hôpital est un hôpital missionnaire. C'est-à-dire que les Britanniques, pour eux, l'hôpital missionnaire, fait partie de leur maillage territorial. Cette collaboration, elle s'appuie aussi sur la charte des mandats qui a été définie par la SDN et qui régit un peu le fonctionnement des mandats, qui laisse une très grande liberté aux missionnaires, puisque les puissances mandataires ne peuvent exercer de contrôle sur les missionnaires, sauf s'il y a trouble à l'ordre public. Mais en fait, les limites de leur action sont très faibles. Donc, une volonté de collaboration qui, en fait, repose sur les œuvres qui existaient précédemment. Cette volonté de coopération, elle est quand même un peu mise à mal par les impératifs de la politique mandataire et par certains aspects de l'apostolat missionnaire. Je vais revenir sur la photographie dans 10 minutes. Par exemple, l'enseignement, c'est vrai que les missionnaires ont investi l'enseignement, mais en fait, les puissances mandataires sont aussi obligées, dans l'entre-deux-guerres, de développer un enseignement local, puisqu'il s'agit de développer ces États sous mandat, puisque ces États sous mandat doivent se construire pour pouvoir accéder à l'indépendance. Donc en fait, les puissances mandataires, certes, d'une main soutiennent les missionnaires, mais d'autre part, elles soutiennent la mise en place d'un système sanitaire et éducatif local, et les missionnaires voient ça comme une concurrence qu'ils trouvent absolument, un peu déloyale et qu'ils contestent. Par ailleurs, il y a des aspects du prosélytisme missionnaire qui gênent beaucoup les mandataires. Donc là, c'est un exemple. En fait, dans les années 30, les jésuites ont réussi à convertir pendant une quinzaine d'années à peu près 200 alaouites de la montagne de Syrie, donc, qui sont passés au christianisme. Donc ils étaient très très fiers. Donc ils en ont fait plusieurs cartes postales, comme cette carte postale d'un baptême d'alaouites, donc qui est un des rares exemples de conversion collective d'une branche de l'islam, si on peut dire, au catholicisme à l'époque. Mais en fait, les jésuites attendaient l'appui de la France dans cette œuvre, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne l'ont pas reçu, puisque en fait, ces conversions ont suscité beaucoup de troubles au sein de la montagne, puisque les convertis ont été attaqués par leurs anciens coreligionnaires, etc. Et en fait, la puissance mandataire voit ça comme un trouble à l'ordre public insupportable et ne soutient pas du tout le prosélytisme des missionnaires. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu des accords totaux. Et il y a même des cas où on sait que les missionnaires ont très fortement critiqué et se sont complètement démarqués de la politique mandataire. C'est le cas, par exemple, d'un médecin britannique qui était en poste à Hébron, qui écrit des mots extrêmement durs dans son journal à propos de la répression de la grande révolte de Palestine en 1936-39 à Hébron, et qui se désolidarise, pas complètement mais presque, de son gouvernement, alors qu'il était le médecin principal du seul hôpital britannique de cette région de Palestine. Donc vous voyez, il y a des aspects de collaboration, il y a aussi des aspects de critique et de divergence, qui sont liés, je vais en dire juste 2 mots pour conclure, d'abord à des différences d'objectifs. Pourquoi ? Parce que finalement, que font les missionnaires ? Les missionnaires ne sont pas là, en fait, en tout cas dans leur esprit, pour appuyer la politique mandataire. Ils sont là au départ pour conforter les chrétiens dans leur foi chrétienne, ou, notamment pour les protestants, créer de nouvelles églises, et la conversion est pour eux un horizon très lointain. Cet objectif de
de renforcement des églises. Il passait pour eux par l'éducation, et on voit bien que l'éducation et la santé ont été des lieux de rencontre avec le pouvoir mandataire, mais ce n'est quand même pas exactement la même chose qu'une politique de domination coloniale. On peut dire aussi que les missionnaires et les hommes politiques ne vivent pas tout à fait dans la même chronologie, dans la même vision du temps. Les missionnaires sont des hommes de Dieu, ils ont l'avenir devant eux, plus que le pouvoir politique, et on voit bien la chronologie, comme je l'avais esquissé en introduction, n'est pas la même. Et pour conclure, on pourrait aussi réfléchir à une chronologie plus large, parce qu'on a très souvent pensé que les missionnaires allaient de pair avec la colonisation et que donc ils avaient disparu avec les indépendances. Ce n'est pas le cas au Proche-Orient. Au Proche-Orient, les missions qui étaient présentes se sont en quelque sorte orientalisées, elles sont devenues orientales, et donc elles ont une implantation très locale. Et en même temps, elles se sont redéployées dans leur action, moins d'enseignement, moins de politique sanitaire, et un développement des ONG qui place ces missions aussi à l'horizon, enfin, à l'échelle d'un monde global. Et donc, on voit bien que, du coup, le cadre national, qui est le cadre de la domination mandataire, n'est pas aussi, de même que le cadre chronologique, celui des missionnaires. Je vous remercie. Merci Chantal, qui a remarquablement tenu le temps. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à Mohamed Kenbib, qui va donc nous parler de la situation marocaine et du judaïsme. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci d'être là samedi matin. Donc, mon propos portera sur le Maroc et il faudrait signaler tout de suite que nous sommes dans un régime de protectorat. Donc ce n'est ni un mandat, ni une colonie, mais un protectorat. Et cela signifie que le sultan reste le chef de l'État et garde ses prérogatives politiques et spirituelles. Il est en quelque sorte, il reste le commandeur des croyants, mais aussi chef politique. Donc la marge de manœuvre du résident général, même s'il a la réalité du pouvoir, est sur le plan légal relativement étroite. Et donc, en ce sens, les sujets marocains, juifs et musulmans, restent marocains. Et il est hors de question, du point de vue légal, de songer à quelque chose comme le décret Crémieux en Algérie. Alors donc, ce régime institué en 1912 garde l'empreinte du premier résident général de France à Rabat, le général Lyautey. Pour nous, c'est un peu la statue du commandeur quand on parle de l'histoire contemporaine du Maroc. C'est donc un officier de la République, mais monarchiste, fasciné par le Maroc et voulant à tout prix éviter la réédition au Maroc de la manière dont les Français ont géré l'Algérie. C'était quelqu'un qui était visionnaire, moderniste, jusqu'à un certain point. Il voulait faire du Maroc une Californie française, mais sur le plan social et politique, il était partisan de ce qu'il appelait la préservation des hiérarchies naturelles. Donc, ceux qui commandent doivent continuer à commander, et ceux qui doivent obéir doivent continuer à obéir. Alors, concernant précisément les notables et les chefs religieux, le fait est que la France était assurée le concours d'un certain nombre d'entre eux bien avant 1912, dès le 19e siècle. Et ce, aussi bien en milieu musulman qu'en milieu juif. Et n'oublions pas que dans la deuxième moitié du 19e siècle, la France se posait en puissance musulmane. C'est un élément important avec le fameux projet de royaume arabe en Algérie. Alors, il y a un certain nombre d'exemples qui montrent cette, j'allais dire, domestication ou clientélisation, je préfère plutôt le mot de clientélisation, d'un certain nombre de notables religieux, de chefs religieux musulmans et juifs. Par exemple, en 1884, il y a octroi du statut de protégé français au chef d'une grande confrérie, Ouezzane, qui avait des adeptes dans tout le Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Tripolitaine. Alors vous imaginez l'avantage que peut tirer la France de la clientélisation d'un personnage de cette envergure. En milieu juif, la France avait également étendu sa protection
protection consulaire, donc des privilèges capitulaires, à un certain nombre de négociants et de rabbins, grands rabbins. Et il faut signaler au passage que quand on parle de rabbins, ça ne signifie pas uniquement des fonctions religieuses. Il y avait des rabbins qui étaient de grands négociants. Je pense en particulier à un rabbin de Fès, Abner Hasserfati. Je pense aussi à un grand rabbin de Tanger, Mardoché Bengio, lequel, à la demande de la France, avait réussi à dissuader le président Theodore Roosevelt d'inscrire la question de la condition des Juifs du Maroc à l'ordre du jour de la conférence internationale d'Al Jazeera. À partir de 1912, et dans le cadre de sa politique des égards, je mets cela entre guillemets, Lyautey systématisa, dans le cadre de sa politique indigène plus exactement, il a systématisé les égards vis-à-vis des chefs religieux tant musulmans que juifs. Et il a agi de la sorte même à l'égard des ulémas de la fameuse université Qarawiyyin, et notamment de l'un des plus brillants alem de cette université, Abdelhai El-Ktani, qui est devenu l'un des piliers du régime du protectorat. C'était la bête noire des jeunes nationalistes musulmans qui ont essayé de le discréditer en faisant jouer le Misanthrope de Molière, pièce qui a été interdite par le chef de la région de Fès. Et c'est quelqu'un qui a été partie prenante en 1953 dans la déposition de Sidi Mohamed Ben Youssef, le futur Mohamed V, et son exil à Madagascar. Alors, égard ou pas, la partie fut plus serrée avec les notabilités religieuses juives. Et ce, dans la mesure où la résidence générale cherche à mettre fin à la relative autonomie dont les communautés bénéficiaient avant 1912 dans la gestion des affaires internes, de leurs affaires internes. Du point de vue de la résidence, il fallait, je cite, normaliser en quelque sorte la condition de ces communautés et les placer, dit une note officielle, sous un étroit contrôle gouvernemental. C'est donc la note officielle de la résidence qui dit cela. Cela s'est traduit par la suppression des franchises dont bénéficiaient ces communautés avant 1912. Il y a un certain nombre d'exemples, par exemple, l'interdiction de distillation de l'eau de vie sans autorisation. Il fallait une autorisation de l'administration. La création d'écoles franco-israélites censées remplacer les écoles de l'Alliance israélite. L'interdiction de passage de rabbins quêteurs venant de Palestine sans autorisation. Il fallait une autorisation pour que ces rabbins puissent circuler au Maroc. Et également le fait que les quêtes, enfin les fonds que ces rabbins collectés, il ne fallait plus que ce soit eux qui aillent les distribuer aux indigents de Palestine, notamment de Jérusalem et de Tibériade, mais il fallait que ces fonds soient versés à la résidence, qu'elle les transmette au consulat général de France à Jérusalem, et c'était à ce consulat de les distribuer. Alors, pour limiter la marge de manœuvre des anciennes notabilités religieuses ou pas, la résidence a pris une initiative importante en 1918, c'est la création, dans le cadre toujours de ce contrôle gouvernemental, c'est la création d'une inspection des institutions israélites confiée à un fidèle entre les fidèles, Yahya Zagouri, un ancien interprète du consulat de France à Casablanca avant 1912, et donc Yahya Zagouri devait veiller à ce que les comités de communautés en principe élus ne soient peuplés que de ce qu'on appelle les bni oui, c'est-à-dire des gens qui avalisent absolument tout ce que veut l'administration, à l'instar de ce qui se faisait dans les jma'a des tribus. L'inspection israélite devait également surveiller ce qu'on appelait les évolués, c'est-à-dire les gens qui sont passés par les écoles de l'Alliance et qui s'agitaient, qui réclamaient notamment la naturalisation française, alors que pour la résidence générale, il était hors de question de dupliquer ce qui s'est passé en Algérie. Autre responsabilité de l'inspection israélite, c'est surveiller les activistes sionistes et essayer d'associer les rabbins à donc les associer pour limiter l'impact de la propagande sioniste, parce qu'au regard de Lyautey,
C'était un facteur de subversion, ça risquait de créer des tensions entre juifs et musulmans dans le pays, et c'était aussi, à ses yeux, un instrument d'influence britannique, un instrument en main des Anglais, et Lyautey ne semble avoir pardonné aux Anglais ni Fashoda, ni, disons, la cession de la zone nord du Maroc à l'Espagne. Pour lui, ce sont les Anglais qui sont responsables du statut de la zone nord et de Tanger, zone internationale. Il ne voulait pas que les Français soient juste en face du rocher de Gibraltar. Alors, quelles ont été les réactions des notabilités religieuses? Très rapidement, elles ont réussi à bloquer le processus de développement des écoles franco-israélites et à contribuer au maintien de la prééminence des écoles de l'Alliance israélite, avec bien sûr les pressions exercées depuis Paris par la dite Alliance. Pour ce qui est du sionisme, là c'était un peu plus compliqué, dans la mesure où ils étaient les premiers à répéter dans leurs prières l'an prochain à Jérusalem. Il leur était difficile de résister aux appels des sionistes, d'autant plus que ces activistes sionistes, les premiers ont été à œuvrer dans ce sens au Maroc, c'était des éléments d'Europe orientale et centrale qui sont venus s'installer à Tanger, Tétouan et ailleurs. Et ils ont joué finement la partie en insistant non pas tellement sur le projet politique de Théodore Herzl, mais sur la dimension messianique du sionisme. Et ils ont essayé donc de se rapprocher des rabbins et grands rabbins et de les inciter à adhérer à la cause sioniste. Et ils ont réussi dans ce processus et ils ont commencé à faire leur propagande à partir des synagogues. C'est donc au sein des synagogues qu'ils ont fait leur propagande et naturellement ça a conféré un caractère sacré à ce qu'ils disaient à ce propos. Et l'autre élément, c'est que, en plus de la propagande sioniste, dans le rappel à leurs coreligionnaires, ils ne disaient pas l'achat de terres en Palestine, mais le rachat de terres en Eretz Israël. Donc l'impact était beaucoup plus fort et naturellement, ces grands rabbins et rabbins ne pouvaient être que sensibles à la situation internationale à partir de 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir et le début d'afflux d'un certain nombre de réfugiés juifs allemands, autrichiens et autres au Maroc. Donc au total, il y a eu entre 1933 et 1939 quelque chose comme 11 000 réfugiés ashkénazes qui sont venus s'établir provisoirement au Maroc, notamment en route pour l'Amérique du Sud ou les États-Unis, mais un certain nombre d'entre eux donc, sont restés dans le pays. Et il y a eu bien sûr par la suite, toujours dans le renforcement les facteurs ayant contribué à renforcer la propagande sioniste, les lois de Nuremberg, tout ce qui s'est passé la nuit de cristal, etc., etc., plus, après le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, les fameuses lois de Vichy, plus la Shoah, et donc tout cela a joué dans le sens d'un impact accru de la propagande sioniste. J'ajoute un point concernant les réformes introduites par la résidence générale à l'époque du protectorat, qui reste jusqu'à aujourd'hui, c'est la mise en place d'un haut tribunal rabbinique. Ça, c'est l'une des mesures, une mesure qui a perduré, et dans le Maroc d'aujourd'hui, nous avons toujours un tribunal rabbinique. Je m'arrête là. Voilà. Comment dirais-je, je préfère m'arrêter pour laisser un peu de temps pour les questions. Merci. Je pense que je vais finir par stresser tout le monde avec mon chronomètre. Donc je vais... oui, bon. Bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, je pense que ça a suffisamment posé le cadre pour pouvoir laisser ouvert à bien des questions, j'en suis certaine. Pierre-Jean Louisard, je vous cède donc là aussi la parole, donc pour une quinzaine de minutes. Merci. D'accord, merci beaucoup et merci à vous. Effectivement, on est samedi matin pour votre présence. Donc, je vais vous parler d'un événement
qui est resté longtemps méconnu. Je vais expliquer le pourquoi. Il s'agit du rôle de la direction religieuse chiite en Irak, à un moment fondateur de l'histoire de ce pays, puisqu'il s'agit du moment qui a correspondu à l'occupation britannique, donc à partir de 1914, pendant la Première Guerre mondiale, et de la fondation de l'État irakien moderne par ces mêmes Britanniques, avec ce que j'appelle donc la question irakienne, à savoir la mise en place parallèlement au mandat britannique sur l'Irak, d'un système de domination à la fois ethnique et confessionnelle, ethnique des Arabes sur les Kurdes à partir de 1925 avec leur attachement de Mossoul à l'Irak, mais surtout de domination confessionnelle de la majorité chiite par la minorité arabe sunnite, domination qui va durer plus de 80 ans puisqu'elle va prendre fin avec la chute du régime de Saddam Hussein en 2003 et l'effondrement consécutif du premier État irakien. Alors, c'est un événement qui est peu connu. Pour quelles raisons? Il y en a deux essentielles. La première, c'est que, comme vous le savez probablement, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs, en l'occurrence, là il s'agit des Britanniques et des alliés des Britanniques, c'est-à-dire des élites arabes sunnites qui ont tout fait pour occulter un pan très important de l'histoire de l'Irak, ce qui montre que même si la société arabe de l'Irak a beaucoup de points en commun, elle répond à deux histoires différentes. Et cette histoire, c'est à la fois enchaînée de façon essentiellement orale parmi la communauté chiite pour apparaître comme une histoire confessionnelle, ce qu'elle n'était pas au départ, puisque, on va le voir, la direction religieuse chiite parlait au nom d'une entité irakienne différente de l'entité irakienne qui a été fondée, mais qui correspondait bien à une identité précise et non pas qu'on a du mal à qualifier de nationale, j'expliquerai pourquoi, mais qui était bien différente d'une simple identité communautaire et confessionnelle. Alors, de quoi s'agit-il précisément? Donc, comme vous le savez, la Mésopotamie faisait, avant la Première Guerre mondiale, partie intégrante de l'Empire ottoman. Il y avait soit 3, soit 4 grandes provinces, celle de Bassora, celle de Bagdad, celle de Mossoul et parfois une province autour de Kirkouk qui était appelée la province de Shahrizur. Et la Première Guerre mondiale donc a ouvert la voie à un processus militaire de la part de la Grande-Bretagne qui avait déjà, depuis le XIXe siècle, intégré la Mésopotamie ottomane dans la sphère d'influence de son empire indien. C'est-à-dire qu'à l'époque, et jusqu'à la fin des combats, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est donc depuis l'Empire britannique des Indes que le dossier irakien va être géré, et le but, au moment de l'invasion britannique de l'Irak, en novembre 1914, était d'annexer l'Irak donc à l'Empire des Indes et donc de séparer l'Irak du Moyen-Orient majoritairement arabe. Donc le 5 novembre 1914, la Première Guerre mondiale est déclarée et dès le lendemain, les Britanniques débarquent à l'extrémité sud de la Mésopotamie, à Fao, donc au sud de Bassora. Et on va voir très rapidement une configuration tout à fait paradoxale, puisque au même moment où
le 7 novembre 1914, le cheikh al-Islam et le moufti de l'État ottoman appelaient au djihad contre les alliés, britanniques et français. Cet appel au djihad va être repris en Mésopotamie ottomane, non pas par les sunnites, qui étaient les relais locaux traditionnels de l'Empire ottoman, mais par la direction religieuse chiite. La direction religieuse chiite, à partir du 7 novembre, tous ayatollahs confondus, parce qu'il y avait des différences au sein de la direction religieuse chiite, il y avait une tendance plus quiétiste que d'autres, mais toute tendance confondue va promulguer des fatwas appelant, je cite, à la défense de l'État islamique. L'État islamique était considéré, assimilé à l'État ottoman, ce qui était un grand paradoxe, puisque l'Empire ottoman et les dirigeants religieux chiites vivaient dans une situation de non-reconnaissance mutuelle. Les villes saintes chiites d'Irak étaient hors d'atteinte du pouvoir et du contrôle gouvernemental ottoman, puisqu'elles étaient protégées par un pays tribal hostile par nature aux villes et au pouvoir ottoman installé dans les villes, et inversement, le pouvoir ottoman ne reconnaissait aucune légitimité aux grands ayatollahs installés dans les 4 villes saintes chiites présentes sur le territoire ottoman, Najaf, Kerbela, Kazimayn et Samarra. C'est donc quelque chose qui est très, voilà, un grand paradoxe et qui est d'autant plus à souligner que très vite cet appel au djihad des grands ayatollahs en solidarité avec l'État ottoman va rencontrer un écho très important, puisque le djihad de 1914-1918 en Irak contre les Britanniques va être le mouvement armé le plus important que le Moyen-Orient ait connu à cette époque contre un colonialisme occidental. Cela prouvait plusieurs choses. Cela prouvait la popularité et la puissance du verbe des grands ayatollahs qui ont réussi à mobiliser des tribus qui étaient par nature hostiles au pouvoir ottoman et qui avaient de bonnes raisons pour l'être, parce que le pouvoir ottoman était coutumier d'exactions pour les contraindre soit à l'imposition, soit à la conscription. Et pour ces tribus, l'ennemi était traditionnellement situé dans les grandes villes et était identifié à l'armée ottomane qui menait des raids meurtriers régulièrement pour tenter de soumettre le pays. Et malgré cela, on va voir donc un mouvement de grande ampleur où des centaines de milliers de moudjahidines chiites vont rejoindre une armée dirigée sur le terrain par les religieux eux-mêmes qui vont mener une guerre parallèle à celle de l'armée ottomane contre l'armée britannique. Cette mobilisation est particulièrement illustrée par la bataille de Shoaïba. Shoaïba est un lieu dit à peu près à 50 km à l'ouest de la ville de Bassora. Entre le 11 et le 14 avril 1915, les Britanniques tentent d'encercler Bassora et une grande bataille va se dérouler entre l'armée ottomane d'un côté et l'armée britannique de l'autre, bataille qui va être remportée par l'armée britannique. Mais sur le terrain, il y a alors environ 6 à 7 000 soldats ottomans et l'armée des moudjahidines chiites est à ce moment 3 à 4 fois plus importante. Alors, cette armée est évidemment très mal équipée, équipée seulement de vieux fusils, mais avec l'énergie de la foi. Et la bataille de Shoaïba, qui aurait dû être remportée par les Britanniques haut la main, va être une grande épreuve pour l'armée britannique qui va perdre beaucoup de ses soldats du fait de l'apport très important donc des moudjahidines chiites qui vont combattre donc l'armée britannique et retarder son avance.
un autre épisode de la Première Guerre mondiale qui reste connu et qui a été souvent capté par les autorités ottomanes et les autorités turques aujourd'hui. D'ailleurs, elles l'ont célébré il y a peu de temps. Le président Erdogan a célébré la capitulation de la ville de Kout sur donc le Tigre. C'est la seule victoire ottomane enregistrée contre les Britanniques et les Turcs se sont attribués cette victoire, semblant oublier que cette victoire n'a pu être possible que grâce à l'apport militaire d'une armée, encore une fois, de moudjahidines chiites, dirigés sur le terrain, là aussi il faut le noter, par les religieux qui se sont improvisés chefs militaires, les religieux et souvent aussi les enfants des religieux. Donc un mouvement de très grande ampleur qui explique pourquoi l'armée britannique va mettre aussi longtemps pour conquérir la Mésopotamie. 1914, Bassora est conquis et il faudra attendre 3 années pour que les Britanniques puissent arriver à Bagdad avec des pertes très importantes puisque l'armée britannique enregistre environ environ 100 000 victimes, ce qui est casualties, qui regroupe en anglais les blessés et les morts, mais jamais une armée britannique n'avait eu à subir de telles pertes. Ces combats ont été relativement occultés, notamment dans les archives britanniques, du fait que l'immense majorité des soldats n'étaient pas anglais, mais étaient indiens. Et évidemment, ça a eu beaucoup moins d'écho en Grande-Bretagne. Alors, donc, un djihad de 1914-1918 qui va se terminer avec l'occupation de Mossoul par les Britanniques en 1918. Et à partir de là, donc, va s'ouvrir une nouvelle période puisque tout espoir de retour des Ottomans semble s'évanouir. Et on va voir les chiites s'émanciper donc, à travers une politique propre, donc de l'appel à défendre l'État islamique et désormais commencer à se distinguer des Ottomans et à revendiquer un État irakien propre qui va être à travers des formulations qui vont être faites lors du référendum de 1918-1919 que les Britanniques organisent pour consulter la population. Bon, ça fait partie des faux semblants britanniques, puisqu'évidemment, aucune des desiderata exprimés lors du référendum ne sera respectée. Mais à l'appel des grands ayatollahs chiites des villes saintes, donc affluent des masbata, c'est-à-dire des pétitions réclamant donc cette fois-ci non plus le maintien de l'État islamique ottoman, mais la création en Irak, je cite, d'un État arabe islamique allant de Mossoul jusqu'au Golfe, dirigé par un roi arabe musulman qui pourrait être l'un des fils du shérif Hussein de la Mecque. Et une chose également qui est très importante, ce régime doit être constitutionnel. On a là une manifestation des 2 grands axes dans lesquels le clergé chiite s'était mobilisé depuis le XIXe siècle, la lutte contre l'absolutisme et le despotisme des souverains ottomans, donc une adhésion totale aux idéaux constitutionnels, ce qui différencie beaucoup les chiites des sunnites, puisqu'on sait que le leadership religieux sunnite a toujours été hostile à l'idée constitutionnelle à l'époque. Et la deuxième chose, c'est la lutte contre la domination étrangère, européenne, qu'elle soit économique, politique ou militaire, puisqu'il était ajouté que cet État souhaité devait être sans lien de dépendance donc avec une puissance étrangère quelle qu'elle soit.
Alors ensuite, à partir de là, on va avoir un basculement de la politique britannique. L'Irak va être géré non plus par l'Empire des Indes, mais directement par Londres et par le bureau arabe du Caire. Et à la conférence de San Remo, le 25 avril 1920, il va y avoir la fondation de l'État irakien moderne, et aussitôt, dans la foulée de la fondation de cet État, la proclamation du mandat britannique sur l'Irak. Cette annonce va susciter un mouvement qui est resté dans l'histoire de l'Irak, connu comme la Révolution de 1920, et qui joue dans l'histoire, dans la conscience collective irakienne, un peu le même rôle que notre 14 juillet, puisqu'il a vu sunnites et chiites regroupés au sein d'un mouvement patriotique insurrectionnel qui va donc manifester le refus du mandat. Et très vite, ce refus du mandat va être davantage exprimé par les chiites, puisque les Britanniques vont comprendre qu'il leur faut des relais locaux, et que ces relais locaux à leur tutelle sur le pays ne peut être représenté que par les élites qui avaient servi le pouvoir ottoman et qui, une à une, se mettaient au service donc, du nouvel État. Donc la révolution de 1920 contre le mandat va être, après le djihad de 1914-1918, la seconde grande manifestation politique et militaire donc, du rôle de la direction religieuse chiite. Et entre 1920 et 1925, on va voir ce même clergé chiite, tous ayatollahs confondus, lutter pied à pied contre la mise en place des institutions du nouvel État, à travers notamment des fatwas interdisant aux musulmans sous peine d'excommunication de participer à des élections sous un régime d'occupation militaire étranger. Ceci ne va pas empêcher l'élection du roi Faisal en 1921 sur le trône d'Irak. Ensuite, le traité anglo-irakien de 1923 et les élections la même année de l'Assemblée constituante, et nationale irakienne. Mais toutes ces étapes très importantes, essentielles pour pouvoir pérenniser un État qui était contesté par la majorité de la population irakienne, n'a été possible que par un affrontement militaire continu avec les chiites, notamment les tribus chiites, et que par l'exil forcé des grands ayatollahs vers l'Iran en 1923. Donc les Britanniques exilent les autorités religieuses chiites vers l'Iran, et c'est en l'absence donc de ces derniers que donc l'Assemblée nationale irakienne en 1924 adopte un code de la nationalité qui met un terme donc à cette opposition chiite au nouvel État. Donc un code de la nationalité très confessionnel, puisqu'il donne la nationalité irakienne automatiquement aux seuls sunnites, et qui met un terme donc à la lutte, provisoirement à la lutte du clergé chiite contre le nouvel État, puisque vaincu militairement, ce clergé va rentrer dans la clandestinité, dont il ne sortira que dans les années 60 et 70, donc à l'époque moderne, dans la lutte contre le Baath irakien. Voilà, je vous remercie. Bien, merci. Donc il me revient à moi donc de présenter donc la situation de l'Algérie. Nous avons vu des situations politiques très différentes, le cas des mandats, le cas du protectorat, le cas aussi de la situation de guerre et des provinces donc arabes de l'Empire ottoman. Je vais donc maintenant m'intéresser à la question donc mais je sais pas encore. Voilà, il faut quand même que je le mette en marche. De l'Algérie, donc qui a un statut, vous le savez, complètement à part, vu que là nous ne sommes pas, si nous en croyons le discours officiel, ni dans une colonie, ni dans un mandat, ni dans un protectorat. Nous sommes tout simplement en France, vu que l'Algérie est départementalisée à partir de 1848. Alors il faut savoir que la mise en place du culte musulman dans l'Algérie coloniale du XIXe siècle a été conditionnée par une double contrainte. Celle du contrôle de l'islam, qui était considéré tout simplement comme l'obstacle majeur à la domination française, et dans le même temps, deuxième contrainte, celle de devoir gérer ce culte musulman dans un contexte pluriconfessionnel.
Alors pour faire face à cette double contrainte, les agents de l'administration, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient civils, ont développé différentes stratégies. Et il faut savoir que ces stratégies ont été conçues dans un contexte de conquête à partir de ce qu'ils comprenaient, de ce qu'ils croyaient comprendre, surtout des populations locales, et bien évidemment en mettant en œuvre leurs techniques administratives. C'est ainsi que progressivement, ce que j'ai qualifié de cultualisation de l'islam, et que je vais vous expliquer, s'est imposé comme la solution la plus efficace, d'une part pour neutraliser le potentiel de dangerosité attribué à cette religion, et d'autre part, tout simplement pour pouvoir la gérer. C'est pourquoi je vais essayer dans un premier temps de vous expliquer en quoi constituait la neutralisation de l'islam, puis vous montrer comment on a inventé le culte musulman et quel a été son devenir entre 1870 et 1914. Tout d'abord, neutraliser l'islam. Sans entrer dans les détails, il faut savoir que les militaires français, très tôt convaincus que l'islam était l'obstacle principal à la mise en place du système colonial, ont tout simplement entrepris d'en diminuer le potentiel de dangerosité. La première mesure qui illustre cette orientation concerne la confiscation de ce que l'on appelle les biens abous. Alors, que sont les biens abous ? Les biens abous sont des biens de main morte, donc inaliénables, qui sont gérés par des fondations pieuses dont la finalité peut être multiple. On peut s'en servir pour entretenir des mosquées, on peut s'en servir pour gérer des fondations, pour instruire les enfants, on peut s'en servir aussi pour prendre en charge les plus nécessiteux et bien d'autres choses. Dès lors que les autorités coloniales voient dans l'islam le principal obstacle à la domination française en Algérie, elles vont donc considérer qu'en le privant de ce qu'elle a repéré comme son support financier, donc ces fameux biens abous, elles estiment ainsi qu'elles vont pouvoir affaiblir le potentiel de dangerosité de cette religion. C'est ainsi qu'alors que l'historiographie s'accorde à désigner les décrets de septembre et décembre 1830 qui font justement rentrer ces biens de main morte dans le domaine public comme étant fondateurs du nouvel ordre administratif de gestion de l'islam, eh bien, il faut savoir que ces décrets sont tout simplement restés lettres mortes, au moins jusqu'en 1835 pour ce qui concerne la ville d'Alger et pour plusieurs décennies pour ce qui concerne les provinces d'Oran et de Constantine et le reste de la province d'Alger. Tout simplement parce qu'il a fallu plusieurs décennies avant que l'administration coloniale ne parvienne à repérer ces fameux biens et à prendre le contrôle. Cependant, je vous l'ai dit, au milieu donc des années 1840, une grande partie de ces fameux biens abous, c'est la terminologie utilisée, c'est la prononciation qu'on utilise en français pour les désigner, connus des autorités, sont sous leur contrôle. Mais quels sont ces biens qui sont connus ? Globalement, mis à part les abous qui sont dans les villes conquises, les Français ignorent et ne contrôlent pas les autres biens, ceux qui se trouvent notamment dans les campagnes. Or, la grande majorité de ces biens se trouvent en milieu rural. En contrepartie de cette confiscation, les autorités françaises se sont engagées à subventionner le culte musulman. Mais avant de le subventionner, il fallait en quelque sorte l'inventer. En effet, confrontés à un système religieux différent de celui qui était établi en métropole, les agents de l'administration n'allaient pas tarder à déclarer que la manière dont l'islam était géré en Algérie était tout simplement corrompue, opaque, inadaptée à la modernité. Les archives regorgent ainsi de projets de réforme qui traduisent surtout un flottement dans la gestion de l'islam entre 1830 et 1851. C'est ainsi que rien ne change avant 1851, date à laquelle une circulaire entend gérer autrement l'islam. Alors, avant cette date-là, l'islam et la gestion de l'islam est tout simplement restée entre les mains des musulmans et on a continué à faire, comme on le dit dans les archives, comme au temps du Turc. Première option. Deuxième option, certains biens sont directement contrôlés par les Français, mais dans tous les cas, on se rend compte qu'on a une gestion au cas par cas et qu'il n'y a pas de gestion uniforme avant qu'on prenne cette décision en 1851. Ce cadre, cette circulaire de 1851, entend donc fixer un nouveau cadre pour gérer le culte musulman. Ce dernier doit se dérouler dans des établissements religieux répertoriés comme tels.
on décide de mettre en place ce que l'on appelle du personnel religieux de première classe et du personnel inférieur. Lieux spécifiques, des servants institutionnels vont former ainsi les bases du culte qui, d'une certaine façon, est créé par ce système colonial. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Eh bien, tout simplement parce qu'à la même époque, il n'existe pas dans le monde arabo-musulman de classification officielle de mosquée, il n'existe pas de desservants nommés par les autorités politiques, à l'exception des très hauts dignitaires, des imams des grandes mosquées qui, oui, sont nommés. Le système mis en place par les Français est tout autre. Les Français entendent nommer tout le personnel qui se rapproche de près ou de loin à la mosquée, y compris les balayeurs. Et on a quand même des arrêtés préfectoraux qui nomment des balayeurs de mosquées. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve quand même pas ailleurs. C'est ainsi que l'analyse des rapports et les correspondances des agents de l'administration attestent tout simplement du désarroi qui est le leur face à un système qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ainsi que, dans les archives, on se rend compte que ces administrateurs ne cessent d'expliquer que finalement, la meilleure façon de pouvoir gérer ce monde musulman, c'est d'appliquer des recettes administratives françaises, tout simplement. Et non pas, bien sûr, continuer à faire comme on faisait sous les Ottomans. C'est ainsi qu'on va mettre en place une organisation dans laquelle les desservants sont nommés par l'État, rétribués par l'État, donc sont sous son contrôle, et les édifices du culte aussi. Ce système n'est pas sans rappeler un autre système, qui est tout simplement celui du concordat, imposé à l'Église catholique et dont le principe a par la suite été imposé au modèle au culte, au protestantisme et au judaïsme en France. De quoi s'agit-il ? Je rappelle brièvement que le Concordat est un traité de droit international entre un État et le Saint-Siège. Et en 1801, ce Concordat qui se met en place en France va permettre à l'État français de contrôler toutes les nominations du clergé séculier et en contrepartie, il s'engage à le rétribuer, à assurer l'entretien des édifices du culte. Cet accord est à replacer dans le contexte politique de la France post-révolutionnaire et de la nécessité de tenir compte, de trouver une solution avec les catholiques, tout en permettant de préserver l'héritage révolutionnaire et de permettre une gestion pluriconfessionnelle, parce que d'autres religions sont sur le territoire et cette fois-ci, elles ont une existence légale. Le résultat est conforme à une certaine conception de l'État moderne qui repose sur l'encadrement de la société, dont la religion, bien évidemment, ne peut pas être exclue. Cette situation va être étendue au protestantisme et au judaïsme dans la France du XIXe siècle, et c'est ainsi que l'on doit comprendre le terme de culte. Le terme de culte n'est pas du tout, au XIXe siècle, le synonyme de religion. Le terme de culte est à comprendre dans son sens du XIXe, et c'est le sens que lui donnera aussi la loi de séparation des églises et de l'État, qui ne fait pas État, n'utilise pas le terme de religion, mais parle bien de culte. Le culte, c'est tout simplement un terme du droit administratif qui renvoie à la partie de la religion prise en charge par l'État, et bien évidemment pas à l'ensemble de la religion. C'est ainsi que quand on parle de culte catholique au XIXe siècle en France, il ne concerne pas le clergé régulier qui est indépendant de l'État. Le Concordat permet ainsi la prise en charge et le contrôle par l'État de certains aspects du catholicisme, participant ainsi au processus de sécularisation entamé déjà depuis plusieurs siècles. C'est en ce sens qu'il est donc possible de parler de modèle concordataire, et ce cadre va être imposé à toutes les religions reconnues par l'État, qui consiste donc à cultualiser une religion, donc, si on traduit simplement, à la mettre sous le contrôle de l'État. Ce terme, donc, j'insiste, est à prendre dans un sens juridique et administratif. Tel est selon moi le sens de la circulaire de mai 1851. Elle est tout simplement un premier pas en direction du modèle concordataire, et c'est ce cadre qui va servir pour l'islam pendant toute la période coloniale d'une certaine façon, c'est ce que nous allons voir. C'est le cadre aussi dans lequel vont s'inscrire le judaïsme et le protestantisme.
on va là aussi mettre en place le culte israélite, on va mettre en place les cultes protestants, et avant le 19e siècle, cela n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autorité unique, reconnue, habilitée à entrer en communication et à discuter avec l'État. C'est une création tout simplement de l'État français au 19e. La difficulté pour l'islam, c'est qu'on accepte de le contrôler, mais on va buter sur quelque chose de fondamental dans ce système, c'est-à-dire qu'il faut avoir une autorité, un interlocuteur. Et normalement, c'est l'État qui se dote de l'interlocuteur qu'il lui faut pour pouvoir discuter. Au cours des années 1860, on voit des projets de consistoire musulman se mettre en place, mais ils ne se concrétisent pas. Et finalement, je me suis rendu compte dans les archives que même la circulaire de 1851 ne s'applique pas au territoire militaire. Or, il représente l'essentiel de la situation de l'Algérie jusqu'en 1870. En 1870, on va mettre en place une autre organisation du culte. Alors, cette organisation du culte, pour le département d'Alger, c'est ce qu'on appelle la commission d'administration et de surveillance des mosquées de la ville et du département d'Alger. Pour Constantine, pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé les archives. Et pour le département d'Oran, eh bien, c'est tout simplement les ponts et chaussées qui doit gérer le culte musulman. Alors, cette commission va tout simplement se contenter, si vous voulez, de nommer, va en quelque sorte, on se rend compte tout simplement qu'on a affaire à un système de bricolage parce qu'il n'y a pas de volonté d'uniformiser la gestion au niveau de l'Algérie. On se rend compte que nous avons certes pour le département d'Alger un organisme identifiable qui s'occupe tout simplement des contingences du quotidien. Il nomme, il fait les avancées, enfin il nomme sous le contrôle bien sûr des autorités coloniales. Bref, il va tout simplement être une autorité, enfin tout simplement une courroie de transmission des desiderata du pouvoir colonial, ni plus ni moins. C'est pourquoi il est possible d'affirmer que le culte musulman apparaît comme incomplet en comparaison des autres cultes en Algérie. Si l'État contrôle les nominations, rétribue les desservants et s'occupe des édifices, il ne s'est pas doté d'interlocuteurs officiels. Malgré ces imperfections, ce système va régir les destinées de l'islam pendant toute la période coloniale, même s'il connaît quelques adaptations au moment du vote de la loi de séparation des églises et de l'État, qui, je le rappelle, s'applique en Algérie aux 5 cultes reconnus, catholicisme, luthérianisme, calvinisme, judaïsme et islam. Dans les faits, la loi est appliquée sous forme de décret, mais une adaptation majeure est introduite, ce sont les indemnités temporaires de fonction. Alors, je ne vais pas développer très beaucoup, mais tout simplement, l'État continue, grosso modo, à financer le culte, et s'il continue à le financer, vous aurez compris qu'il continue surtout à le contrôler. C'est ça l'objectif. Oui, on voit des associations cultuelles musulmanes qui sont fondées. Dans les faits, elles restent sous le contrôle de l'État. En conclusion, on retiendra que la politique coloniale en direction de l'islam a consisté à contrôler cette religion, notamment par la mise en place du culte musulman, soit tout simplement une organisation proche du modèle métropolitain de gestion des cultes, sans l'autorité, c'est-à-dire l'interlocuteur officiel. Cette gestion nécessitait l'implication d'autorités musulmanes et c'est ainsi que l'on voit émerger au cours du XIXe siècle des acteurs musulmans qui vont accepter d'apporter leur contribution à un système complètement halogène. Il y aura ainsi des mouftis, des imams, des notables qui participent à ce processus que j'ai désigné sous l'appellation de cultualisation. Toutefois, dans l'entre-deux-guerres, d'autres musulmans réclament une application pleine et entière de la loi de séparation afin de soustraire le culte musulman au contrôle colonial. S'ils ne parviennent pas à modifier les conditions d'application de la loi à l'Algérie, ils vont malgré tout investir de nouvelles mosquées, tout simplement les mosquées qui ne sont pas financées par l'État. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, avant 1914, l'État n'était pas en mesure et ne souhaitait pas financer et ne pouvait pas financer tous les imams. Donc il existait ce que l'on appelait des mosquées libres qui vont être investies dans l'entre-deux-guerres par des personnes qui sont porteuses d'un discours contestataire. C'est ainsi que le système colonial inaugure un nouveau paradigme, celui d'islam officiel, et à partir de là, génère un islam non officiel, un islam alternatif. C'est tout simplement ce paradigme. L'idée qu'il y a quelque chose d'officiel entraîne forcément l'idée qu'il y a quelque chose d'alternatif.
Ce discours officiel et contestataire était finalement appelé à un bien triste avenir dans l'Algérie indépendante. Je vous remercie. Nous allons donc une quinzaine de minutes pour laisser la parole à la salle. C'est une question pour professeur Kenbib. Sous les lois Vichy, est-ce que les Juifs en France étaient citoyens français? Parce que j'ai lu ou j'ai entendu qu'au Maroc, malgré les lois Vichy qui s'imposaient aussi là-bas, les autorités marocaines n'ont jamais accepté de remettre leurs sujets juifs exactement aux autorités nazies. Est-ce que vous pouvez me donner des explications là-dessus? Il faudrait une conférence pour cela, mais très rapidement, de manière très, très succincte. Donc, la condition des Juifs marocains sur le plan juridique, c'est des sujets du sultan, à l'instar des sujets musulmans. Alors, en 1940, entre 1942 et 1942, il y a eu effectivement tentative d'application d'un certain nombre de dispositions législatives inspirées du statut des Juifs promulgué ici en France, donc notamment le numerus clausus et l'arianisation. Numerus clausus dans le sens de renvoi des Juifs d'un certain nombre, tout au moins un certain pourcentage d'un certain nombre de métiers. Arianisation, c'est-à-dire le recensement des biens, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que, donc, normalement, dans le cas du Maroc, c'est un régime de protectorat. La France n'a pas le droit de toucher, l'autorité française n'a pas le droit de toucher au statut des ressortissants marocains, qu'ils soient juifs ou musulmans. Donc c'est une violation par la France de Vichy du traité signé le 30 mars 1912 à Fès. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au terme de ce traité du 30 mars 1912, le résident général, c'est-à-dire le représentant de la France, a l'initiative des lois. C'est lui qui prend l'initiative. Et donc il a pris effectivement l'initiative d'un certain nombre de dispositions. Il a soumis des projets de décret au sultan qui a signé. À l'époque, ça s'est passé en 1930 avec le fameux Daïr berbère, donc qui soustrayait les berbères à la juridiction musulmane. Là aussi, le sultan a signé. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la pratique, le sultan s'est arrangé pour que la mise en œuvre soit retardée au maximum. Et effectivement, il n'y a pas eu de zèle dans la mise en application, notamment par les pachas, par les caïds, de ces dispositions. Et entre-temps, un certain nombre de délégations de juifs, notamment des rabbins, etc., sont venus au palais à plusieurs reprises, rappeler au sultan qu'il était le commandeur des croyants, qu'eux étaient des dhimmi, c'est-à-dire des protégés de l'islam et de la communauté musulmane, et que ces obligations religieuses, ces obligations spirituelles, en vertu de ces obligations, ils devaient protéger ces sujets juifs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu, il n'y a pas eu de mise en application systématique des dispositions, des décrets qui ont été signés. Et il y a un élément qui est... Pourquoi cette attitude du sultan? C'est à la fois en raison de ses obligations religieuses, donc il poursuit une tradition des autres souverains avant lui. Et il y a aussi un élément qu'il faudrait peut-être évoquer, c'est qu'il y avait sur place au Maroc en 1940 un certain nombre d'agents américains qui étaient venus là au titre des accords Murphy-Weygand d'approvisionnement de l'Afrique du Nord en produits américains de première nécessité, à condition qu'ils ne soient pas réexportés en direction de la France ou de l'Allemagne. Mais ces agents qui avaient le statut de vice-consul étaient en fait des agents de renseignement qui préparaient un débarquement américain et ils circulaient dans le pays avec l'autorisation du sultan, lequel sultan a tenu compte également de la débâcle de juin 40 et du fait que
la France n'avait plus il n'y avait plus le mythe d'invincibilité qu'il y avait avant et que la puissance montante, c'était les États-Unis. Et donc, d'autant plus qu'il y avait des envoyés officiels, notamment le représentant personnel du président Roosevelt, Robert Murphy, qui est venu au Maroc, qui a visité des synagogues et qui a montré l'intérêt des Américains pour le bien-être des Juifs du pays. Et il y avait un certain nombre de personnalités influentes au sein du gouvernement américain, notamment le secrétaire au Trésor, Henry Morgenthau, qui lui aussi intervenait dans ce sens, plus les amis musulmans des notabilités juives qui intervenaient dans le même sens. Et miracle, novembre 1942, débarquement des Américains et institution ce que les Juifs appellent le Purim, c'est-à-dire un rituel de remerciement de Dieu pour le miracle qui les a sauvés qui leur a permis de traverser sans encombre la Deuxième Guerre mondiale. Question dans le même sens, puisque les Juifs marocains étaient des citoyens, des sujets au même titre que les musulmans. Je me pose la question sur les conditions de départ massif du Maroc vers Israël. Les conditions de départ, c'est extrêmement complexe d'expliquer tout cela. Il y a un processus de mutation qui a commencé au XIXe siècle déjà, mutation économique et sociale, dans le sens de paupérisation d'un certain nombre de catégories sociales, notamment les artisans juifs comme les artisans musulmans, qui avaient à faire face à la concurrence des produits manufacturés d'importation. Une importante proportion des Juifs vivaient de l'artisanat, donc leurs conditions de vie se dégradaient. Il y a également le phénomène de sécheresse dans les campagnes qui a fait que il y a eu un exode rural, donc des Juifs qui ont quitté les campagnes, qui sont agglomérés dans un certain nombre de mellah comme Essaouira, Marrakech, etc. Ça, c'est au moment avant 1912. Après 1912, il y a eu une sorte de modernisation forcée du Maroc et notamment la mise en place de routes, de voies de communication, etc. Et cela a porté un coup dur à une catégorie importante, c'est celle des colporteurs. Et pratiquement 40% des Juifs des masses populaires vivaient du colportage, c'est-à-dire le fait d'avoir quelques marchandises sur le dos d'un âne ou d'un mulet et de desservir les hameaux les plus reculés. Donc là aussi, paupérisation. Et c'est dans ce contexte-là qu'est intervenu l'activisme sioniste, l'insistance sur les valeurs juives, de solidarité, etc., alors que les activistes sionistes dénonçaient l'indifférence des vieux mouchoirs, des catégories, disons, aisées. Et il y a un discours extrêmement important d'un ancien élève de l'école israélite universelle, un discours en 1913 à Tanger. Il était président de l'association des anciens élèves, lui-même était établi à New York, et dès 1913, il a dit que le nouveau régime va être terrible pour les masses populaires, et il dit « Seuls ceux qui ont des situations bien assises peuvent continuer à vivre tranquillement, tandis que les masses vont être prolétarisées du fait du régime colonial. » Alors ça, donc il y avait des... Et il ne faut pas oublier non plus les aspirations messianiques, la prière l'an prochain à Jérusalem, etc. Tout cela a favorisé l'impact de l'activisme sioniste et de la propagande sioniste. Ça, c'est pour les masses populaires. Pour les évolués, qui espéraient une naturalisation française, ça n'a pas été possible, donc déception encore plus forte avec les lois de Vichy. Ajoutez à cela la Shoah, ajoutez à cela l'intervention de grandes associations juives américaines, partie prenante dans le projet sioniste,
avec de la philanthropie, enfin la fourniture de denrées de première nécessité, etc., et une sensibilisation accrue au sionisme. Et comme vous le savez, l'État juif dans le projet initial de Theodor Herzl, ce n'était pas pour les juifs des pays arabes, c'était pour les Ashkénazes, objet de pogroms, notamment en Russie, en Ukraine, etc., etc. Et donc, en 1944, il y a eu une grande conférence de guerre à Atlantic City, en Virginie, et au cours de cet Atlantique, un certain nombre de délégués sionistes du Maroc ont insisté sur le réservoir extraordinaire que représentaient les Mellah, les populations des Mellah, et dans la mesure où il y a eu 6 millions de victimes du fait du nazisme, ces populations-là du Maroc allaient jouer un rôle important dans l'édification de l'État juif initialement destiné aux Ashkénazes. Et je signale au passage que ces activistes sionistes, avant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils s'adressaient aux Juifs marocains pour le versement du shekel, c'est-à-dire une contribution au rachat ou à l'achat de terres en Palestine, ils disaient « On ne vous demande pas d'aller en Palestine, on vous demande uniquement d'aider vos frères persécutés en Europe centrale et orientale. » Et donc, il y a eu une réceptivité à ces appels. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des phénomènes de départ clandestins, parce que, au regard des autorités marzaines, les ressortissants juifs marocains devaient rester au Maroc. Et d'ailleurs, il y a eu un message en 1948, c'est ça, immédiatement après la création de l'État d'Israël, un message du sultan adressé à tout le peuple marocain disant que restez à l'écart des turbulences du Moyen-Orient. Cette histoire ne concerne que les Ashkénazes, ne vous concerne pas, vous, sujet marocain. Voilà, globalement, hein. C'est plus compliqué que ça, mais de manière très schématique, c'est ce que vous pouvez dire en quelques minutes. Bonjour et merci pour vos explications. Par rapport au Liban, je me demandais quel a été le rôle de la France dans la mise en place du système politique confessionnaliste. La mise en place du système confessionnel dans l'entre-deux-guerres. Voilà. Alors, on peut dire deux choses. On peut dire d'abord que c'est un héritage de l'Empire ottoman, parce que dans l'Empire ottoman, il n'y a pas d'état civil, et que tout ce qui relève de l'état civil, c'est-à-dire la législation pour le mariage, l'héritage, l'enregistrement des naissances, etc., est fait par les autorités religieuses. La puissance mandataire française va reprendre ce système dans la constitution libanaise, mais elle va être conduite à définir d'autres communautés. Parce que dans l'Empire ottoman, les musulmans sunnites, ils ne forment pas une communauté, ils sont la majorité. Donc, en fait, la France va demander aux communautés, notamment aux communautés non chrétiennes et non juives, puisqu'il y avait aussi une communauté juive au Liban assez importante jusque dans les années 50-60 du XXe siècle, de s'organiser, d'avoir un peu sur le modèle qu'a décrit Wassila pour l'Algérie, enfin, évidemment avec des transformations, mais l'idée est un peu la même, d'avoir des représentants, d'avoir un règlement propre, et elle-même, elle reconnaîtra ces communautés. Alors le problème se posait, donc il fallait, pour les musulmans sunnites, il fallait définir une école juridique, il fallait faire de même pour les musulmans chiites, il fallait faire de même pour les alaouites, branche de l'islam très, enfin, quand même, comment dire, en Europe on dit toujours branche de l'islam, mais pour des musulmans c'est quand même compliqué cette appellation, quand même très éloignée de l'islam sunnite. Et alors on peut dire que la nécessité de créer cette communauté chiite a été un élément très important du rattachement des alaouites au chiisme. Et on peut rappeler à cet égard qu'au XIXe siècle, les alaouites s'appellent des Nusayri, du nom d'un de leurs penseurs fondateurs, et qui changent de nom entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, les années 20, pour s'appeler alaouites, c'est-à-dire du nom de Ali, et donc se rattacher au chiisme.
Alors ensuite, ce processus de communautarisation, il va véritablement aboutir que dans les années 1960 du XXe siècle, quand vraiment ces communautés s'organisent. J'espère que je réponds à votre question. Je dis une dernière chose, du point de vue de l'héritage ottoman, et c'est important pour ce qui se passe, pour des débats qui intéressent le Liban aujourd'hui. Dans l'État ottoman, la loi sur la nationalité, qui date de 1869, établit que la nationalité se transmet par le père. Donc vous avez la nationalité de votre père, mais vous avez aussi la religion de votre père, ce qui fait qu'au Liban, par exemple, dans la communauté, vous êtes de la communauté de votre père. Ce qui éclaire les débats, parce que bon, vous ne le savez peut-être pas nécessairement, parce que vous ne suivez peut-être pas tous la situation libanaise au jour le jour, mais il y a eu de grandes manifestations ces dernières années au Liban, les femmes revendiquant de pouvoir transmettre la nationalité, mais si elles transmettent... Et donc, en fait, ça concernait beaucoup des couples mixtes, anglo-libanais, où la femme est libanaise, etc. Mais la question se pose, du coup, un peu en sous-jacent, si les femmes transmettent la nationalité, pourraient-elles aussi transmettre la communauté ? Et là, je dois dire que c'est un bouleversement total du paysage communautaire libanais, puisque bon, on ne sait pas très bien, en l'absence de recensement, quelle est la part de chaque communauté au Liban, mais la plupart des chercheurs estiment que la communauté dominante est celle que l'on appelle en souriant les souchis, c'est-à-dire les sunnites chiites, issus de couples mixtes sunnites chiites, que ce soit l'homme ou la femme qui soit sunnite ou chiite. Alors aujourd'hui, ils sont ou l'un ou l'autre, mais et de même chez les chrétiens, ça poserait... chez les chrétiens, il y a énormément de couples entre guillemets mixtes, où il y a un maronite, un orthodoxe, etc. etc. Donc, j'allais dire, tout va bien tant que l'homme transmet. Le jour où la femme transmettra, ça compliquera sérieusement une situation qui est déjà assez complexe. Bonjour, en fait c'est une suite de questions que j'ai, quelques questions, c'est par rapport justement, les deux premières c'est par rapport aux missionnaires. Vous avez cité les catholiques et les protestants. Je voulais savoir si à la fin du XIXe siècle il y a eu aussi des missions de la part des orthodoxes, notamment à partir de l'expansion territoriale de la Russie. Est-ce que ça a conduit à des tensions justement vis-à-vis de ces États entre les Français, les Anglais et la Russie? Et ensuite, c'est par rapport justement à cette même période, aux différents pogroms et persécutions des Juifs, est-ce que ça a conduit aussi à des mouvements assez massifs justement des communautés juives dans cette partie du Moyen-Orient ou du proche Moyen-Orient justement? Ou est-ce que ces communautés ont plus viré vers d'autres pays comme les États-Unis ou autres? Je vous remercie. Oui, je peux répondre, puis je te compléterai. Oui, alors, effectivement, il y a des missions russes qui sont moins étudiées, mais elles commencent à l'être et elles sont très importantes à la fin du XIXe siècle, en Palestine notamment, enfin, dans ce qu'on appelle à l'époque la Palestine, en Syrie. Elles ouvrent aussi des écoles. Il y a un évêché russe à Jérusalem qui est fondé dans les années 1850, il me semble, mais j'ai oublié la date exacte. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, la majorité des pèlerins chrétiens à Jérusalem sont des Russes. Et ils sont en nombre vraiment beaucoup plus important que les catholiques et les protestants. Ces pèlerinages qui sont massifs génèrent effectivement des tensions entre catholiques, protestants et orthodoxes qui ont des répercussions politiques, chaque puissance protégeant une religion particulière. Donc ça pour les Russes et les tensions. Pour ce qui est de la première alia, enfin des premières alias, ces premières émigrations juives en Palestine, c'est vrai qu'on assiste, la Russie et l'Ukraine, toute une partie de l'Europe de l'Est sont des terres d'émigration massive à la fin du XIXe siècle. La Palestine n'est pas la destination favorite des migrants. Bon, il faut quand même dire qu'à l'époque, la Palestine apparaît comme un pays pauvre, qui n'est pas, synonyme d'une promesse d'enrichissement personnel et de développement individuel, et que donc c'est plutôt un second choix.
alors qui peut être idéologique et qui peut être aussi un second choix parce que il y a quand même beaucoup de récits de personnes qui partent sur un bateau croyant que le bateau va là, et puis finalement le bateau va ailleurs, ou ils changent de bateau. Enfin, les aléas de la migration jouent aussi. Mais en tout cas, effectivement, il y a une première migration à la fin du XIXe siècle, c'est la première alia à partir des années 1880 et des pogroms. Et par ailleurs, la Palestine n'est pas du tout la destination privilégiée à l'époque. Et d'ailleurs, elle ne va pas l'être pendant très longtemps, en fait, parce que même dans l'entre-deux-guerres, la Palestine n'est pas, je veux dire, fait moins rêver que les États-Unis. Il faut quand même être clair. Qui se ferme en plus à partir de 24. Et même après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on va se poser la question des rescapés de la Shoah, les États-Unis s'étant fermés, il n'est pas question qu'ils restent en Europe. Alors, il est très difficile aujourd'hui de savoir dans quelle mesure ces personnes sont retrouvées en Israël parce qu'elles le souhaitaient réellement, ou si elles se sont retrouvées, ça a été un choix par défaut ou pas. La question est aujourd'hui, ça fait un moment d'ailleurs qu'elle est posée par l'historiographie. Donc ça, c'est évident. Et de la même manière, quand ces quelques personnes qui s'égarent et qui arrivent en Palestine à la fin des années, dans les années 1880-1890, on imagine les installés sur la terre, et puis très rapidement, toute la colonisation rurale ne fonctionne pas, et ils préfèrent venir s'installer en ville uniquement. Donc il y a vraiment un espèce de malentendu. En tout cas, il y a deux niveaux. Il y a la réalité, et puis il y a ce qui a été imaginé, ce qui a été rêvé. Et ça, on retrouve très, très, très souvent ce paradoxe. Oui, je pense. Ou on prend une dernière... Non, on va peut-être s'arrêter malheureusement parce que je pense que le temps qui nous était imparti est dépassé. Voilà, merci beaucoup.